Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et merci aux réalisateurs et aux producteurs de ce film magnifique qui nous a beaucoup touchés, cette œuvre collective qui est extrêmement rare. Je vais appeler maintenant, dans l'ordre, vous avez la chance de rencontrer Khadem Allah, qui était dans le film. Khadem Allah. Et Raouia El Hag, qui est venu tout à l'heure sur scène, mais qui a participé à ce film absolument touchant. Je vais appeler aussi un grand spécialiste du Soudan, un grand Soudanais, un grand humaniste, le docteur Suleiman Baldo, directeur de Sudan Transparency and Policy Tracker, qui est une des ONG qui essaye et qui fait un travail remarquable au jour le jour pour essayer de faire un état des lieux et pour indiquer des pistes pour l'avenir du Soudan. Et je voudrais enfin appeler Asma Ahmed. Asma Ahmed fait un travail remarquable. Elle est experte en promotion et consolidation de la paix au Soudan. Elle fait un travail de l'ombre, un travail qu'on ne voit pas, mais qui est essentiel dans le cadre du Center for Humanitarian Dialogue. Le Soudan, vous en avez eu une idée extrêmement poétique, extrêmement belle, à travers ce film. Et nous allons parler, c'est paradoxal, mais nous allons parler de société civile au moment où il se passe une guerre civile. Et l'une des guerres civiles les plus terribles du moment, puisque elle a causé, comme il vous a été dit tout à l'heure, la crise humanitaire la plus grave du moment. Une guerre civile qui a lieu entre, comme vous l'avez vu aussi, deux généraux, des hommes en armes, alors que la société civile soudanaise avait réussi à se défaire de son dictateur, Omar al-Béchir, en 2019. Mais depuis bientôt 2 ans, en fait, on n'entend plus que le bruit des armes. Et pourtant, les civils sont là. Ils sont d'abord des victimes. Les victimes de cette guerre contre les civils, ils sont pillés, agressés, violentés, assassinés, livrés à eux-mêmes. Plus de 150 000 morts, pense-t-on, en 2 ans. Plus de 11 millions de déplacés et 3 millions de réfugiés à l'étranger. Ce sont des chiffres terribles, mais que ce film a le mérite de nous incarner à travers des visages, des destins, des personnages. Qu'est-ce qu'il reste de cette société civile? Est-ce que la diaspora peut prendre le relais? Est-ce que elle est encore active dans le cadre des efforts humanitaires pour essayer d'alléger le poids de la guerre? Quelle place pour les femmes encore aujourd'hui? Est-ce que il y a un espace pour une résolution du conflit? Toutes ces questions, nous allons nous les poser avec nos invités. Mais d'abord, je vais vous demander un peu de réagir au film. Alors, Khadem Allah, peut-être la première question, c'est est-ce que vous pourriez expliquer un peu à l'audience, au public, qu'est-ce que c'est que les coins de thé, les tea corners, qu'on trouve à tous les coins de rue de Khartoum et qui ont un rôle vraiment essentiel dans la société soudanaise?
qu'est-ce qu'ils représentent et pourquoi ils étaient surveillés, réprimés par l'ancien pouvoir de l'ancien régime. السلام عليكم. أنا خادمة الله أبو عباس ست شاي. Bonjour, je suis vendeuse de thé. Les vendeuses de thé, eh bien, ces lieux, ce n'est pas simplement pour prendre un café ou un thé, c'est un lieu d'échange pour les civils, pour les politologues, pour les activistes, peu importe. C'est un endroit où on se retrouve pour échanger ses points de vue. Les vendeuses de thé ont été victimes de violences, d'agressions. Nous avons dû évacuer. Nous n'avons pas pu continuer à travailler. Et après la guerre, malheureusement, les vendeuses de thé ont été décrites comme étant des espionnes, des personnes qui avaient des informations et qui transmettaient des informations. Et pourtant, elles ont un rôle extrêmement important à jouer. Oui, ce sont un peu les mères de la démocratie populaire. ما في سماع هما الأمم الأم للديمقراطية الشعبية. Ce sont les mères de la démocratie populaire. Bon. Est-ce que on va demander maintenant à Rawi Al-Hag, est-ce que c'est facile d'être une femme cinéaste? Vous m'entendez? Est-ce que c'est facile d'être une femme cinéaste au Soudan? Rawiya? طيب مرحبا مرة تانية. ما من الصعب أصلا إنك تكون صانع أفلام. Ce n'est pas difficile d'être réalisatrice. Ce n'est pas bien compliqué. Ce qui est difficile, c'est être femme et réalisatrice. Donc, en fait, être réalisateur, ce n'est pas compliqué. C'est le fait d'être femme. C'était le fait de devoir me déplacer la nuit pour me rendre sur les lieux où on allait tourner, filmer dans des lieux dangereux pour moi, pour l'équipe, pour les enfants avec qui on était. On a été... On a rencontré énormément de difficultés, même si nous avions l'autorisation de la police pour tourner. De l'autre côté, on a eu la possibilité de tourner. On a utilisé nos téléphones portables. Ça, c'était un peu plus facile. Le film Khartoum a été tourné sur nos iPhones. Et ça nous a vraiment simplifié la vie. Merci, Rawi Al-Hag. Soliman Baldo, qu'est-ce que ce film vous évoque? Qu'est-ce qu'il vous donne comme premières impressions? C'est la deuxième fois que je vois ce film et j'avais l'impression fraîche lorsque je le voyais cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs profondeurs dans ce film. Au-delà des aventures personnelles des 5 protagonistes qui sont là, il y a plusieurs niveaux de profondeur. Ce film reflète l'histoire du Soudan depuis l'indépendance en 1956 jusqu'à ce moment.
et la succession des régimes militaires. C'est 69 ans disons, d'indépendance. Et sur ces 69 ans, il y a seulement 11 ans qui étaient sous des régimes civils démocratiques. Alors que l'aspiration du peuple soudanais, c'est pour la démocratie, pour la gouvernance civile, pour la réforme, n'est-ce pas? Donc, le destin du Soudan est dominé par les hommes en uniforme, il est dominé par la poursuite de la richesse absolue à travers la corruption absolue de ces élites militaires et leurs alliés politiques. N'est-ce pas? Ce n'est pas correct de dire que c'est une guerre entre deux généraux, c'est une guerre entre deux unités armées dans le même établissement militaire. L'armée soudanaise régulière et l'armée paramilitaire qui a été formée, armée par cette armée officielle et régulière pour mener à sa place la guerre de contre-urgence partout dans le pays. Sauf cette fois-ci, cette force paramilitaire est tournée contre l'armée officielle et contre la population civile. C'est une lutte contre l'aspiration des Soudanais pour la démocratie, pour la paix, pour la justice, et de l'autre côté, les forces de répression représentées par cet établissement militaire sécuritaire. Et derrière cet établissement militaire sécuritaire, il y a une doctrine, disons, idéologique, celui de l'islam politique, des frères musulmans de Soudan, qui veulent retourner au pouvoir. C'était le pouvoir, le Richelieu derrière le régime de Omar al-Bashir. Pendant 30 ans, c'est ces mouvements islamistes qui a gouverné le Soudan. Il a été déraciné par les révoltes des populations et surtout des jeunes menées par les femmes. Vous les avez vus, tous les documentaires de la révolution populaire, c'était des jeunes gens, c'était des femmes dans tous les rangs, n'est-ce pas? Il y a cette, disons, dimension, cette profondeur aussi de génération dont a parlé Khadmallah dans le film, mais on le voit de nos propres yeux dans, disons, le documentaire sur la période de la Révolution de 2018-2019, lorsque Béchir a été, disons, comment dire, il a été remplacé par donc un gouvernement civil sur lequel les militaires ont imposé aussi un partenariat. Et lorsque ça n'a pas marché, ils ont mené le coup d'État, encore un coup d'État de 2021, n'est-ce pas, 2021. Donc c'est l'histoire qui se répète, c'est le chameau qui tourne autour de lui-même, le pressoir de ses amis, qui résume cette histoire. Coup d'État, régime civil, coup d'État, régime civil, mais c'est surtout les militaires qui dominent. Et jusqu'à ce moment, ce n'est pas une guerre entre deux généraux, c'est entre les aspirations de Soudanais pour la démocratie et la répression qui s'impose par le mouvement idéologique de frères musulmans. Dernier point, ce film a montré la diversité culturelle religieuse des Soudanais. C'est un islam soufiste, c'est un islam tolérant, cosmopolite. Mais ce n'est pas ça que le mouvement islamiste veut voir. C'est un mouvement doctrinaire, idéologique, politique, qui cherche la richesse et qui cherche à faire du Soudan un exemple pour le mouvement, disons, extrême, d'extrémisme, disons, des frères musulmans. Et donc, c'est ça la portée de ce film. Il est très riche, il est très vraiment profond. C'est ça mon impression. Merci. Merci beaucoup. Raouia, Asma Ahmad, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce film, vous? Qu'est-ce qui vous a touché le plus? Thank you, Christophe. Merci, Christophe. Eh bien, il y a eu plusieurs scènes qui m'ont marqué. Quand Majidi est parti, eh bien, ça montre bien que c'est ceux qui étaient les plus privilégiés qui ont pu quitter le pays et être en sécurité à l'étranger. Je me souviens, lorsque j'ai quitté Khartoum, j'ai regardé le Nil et je me suis dit que c'était le réservoir de notre histoire et qu'un jour, on traverserait ce pont et que le Nil serait encore là pour raconter notre histoire aux générations suivantes. Un autre point très touchant, c'est l'histoire de Lokene Wilson.
Mes nièces et neveux ont le même âge. J'ai du mal à leur expliquer ce que je fais. Moi, je travaille à la résolution de conflits. C'est difficile de leur expliquer pourquoi les conflits existent déjà. J'ai du mal à leur parler de l'histoire du monde. Et comme Soleiman l'a dit, il y a beaucoup de discours différents, beaucoup de récits. Et une guerre de l'espoir contre l'espoir, une guerre pour les droits civiques. Et pendant le soulèvement, ces espoirs étaient bien présents. On rêvait de démocratie et de changement. Il faudrait que les civils puissent contrôler l'armée pour briser le cercle vicieux. Donc il y a beaucoup de moments qui m'ont vraiment frappé dans ce film. Soliman Baldo, vous avez commencé à expliquer effectivement cette répétition, ce cycle de coups d'État, révolution, coup d'État, révolution. Comment on est passé de cette révolution qui a amené le départ de Omar al-Béchir et son remplacement à cette guerre interne à l'armée et entre les deux, il y a eu une période de transition qui a soulevé des espoirs comme peut-être jamais dans l'histoire du peuple soudanais. Comment on est passé de cet espoir immense à ce désespoir terrible qu'on voit aussi aujourd'hui? C'était la révolution de 2018 était une révolution inachevée. Pourquoi? Parce que le régime de Omar al-Béchir est un régime dans le vrai sens du mot. Vous avez un mouvement idéologique qui domine le gouvernement et qui fait se protéger par l'établissement militaire et sécuritaire. S'agissant de l'armée et l'armée parallèle, disons, de forces d'intervention rapide. Le régime, dans son direction politique de Omar al-Béchir, le parti au pouvoir, National Congress Party, le parti national du Congrès, est tombé, mais l'appareil militaire est resté intact. Et cet appareil militaire s'est imposé aux civils, au lieu de les laisser prendre charge et être responsables du destin du pays, parce que c'est ça la révolution que voulaient les jeunes. Ils se sont imposés. Il y a eu donc une cohabitation très malaisée entre les civils et les militaires pendant moins de 2 ans, au fait. Les civils étaient en charge de l'exécutif. Ils commençaient à appliquer des réformes économiques de nature, à réformer toutes les déformités de l'économie. Et c'était le moment d'espoir. Il y avait, par exemple, une conférence à Paris où tout le monde célébrait, disons, cette révolution qui a inspiré beaucoup de gens à travers le monde et ainsi de suite. Mais ça ne pouvait pas durer parce que ces réformes politiques, économiques allaient, disons, de quelque façon affaiblir l'emprise de l'armée et des forces d'intervention rapide sur l'économie nationale. Car ces forces militaires se doublent d'empires financiers, d'empires, disons, économiques qui dominent l'économie nationale à un degré de 82% de la richesse nationale et de l'économie nationale. Et laissant aux civils, au gouvernement civil, seulement 18% de ressources du pays pour gérer le pays. Et donc, on est passé parce que ces militaires ne sont jamais, disons, partis, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils ont, disons, fait ce coup d'État de 2021. Et alors, un coup d'État ne peut pas avoir 2 généraux en tête. Il fallait se régler les comptes, et c'est pourquoi ils se sont allés à la guerre, tout simplement, n'est-ce pas? Et ils ont détruit le pays et déraciné toute la population du Soudan. Lorsqu'on dit qu'il y a 14 millions de Soudanais déplacés internes, 11 millions et 3 millions qui se sont réfugiés dans le pays autour, c'est toute la société. C'est les artistes, les musiciens, les comédiens, les commerçants, les étudiants, les universitaires. Tout le monde est parti, éparpillé partout dans le monde. Surtout en Égypte, Tchad, Sud-Soudan, Éthiopie, Ouganda, qui était très accueillante comme pays, ça dépend de pays, ainsi de suite. Mais le Soudan, c'est maintenant en exil, pratiquement. Et ceux qui sont à l'interne font face à des situations horribles, parce que ces forces armées qui se battent sont d'accord sur s'attaquer aux civils toujours.
Et c'est les civils qui sont les victimes en premier lieu disons, de cette guerre. Une situation horrible, mais l'espoir des Soudanais va en triompher. On va parler tout à l'heure de la situation plus en détail. Khadem Allah, vous dites dans le film, c'était un moment, la révolution, où tout semblait possible. Et notamment parler pour la première fois des questions raciales au Soudan, du racisme entre les communautés et du refus de l'égalité entre les différents individus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cela, de cette question notamment africaine, arabe, qui est présente dans toute l'histoire du Soudan depuis la naissance, depuis l'indépendance, que vous vivez, vous, dans votre destin, dans votre chair, dans votre individualité? في الحقيقة نحن في السودان عندنا تنوع. Eh bien, au Soudan, il y a une grande diversité. Une grande diversité culturelle. Nous avons beaucoup de langues, beaucoup de religions. Dans les montagnes de Nouba, d'où je viens, nous avons énormément de langues. Il y a également beaucoup de religions. Il y a l'islam, il y a le Koujour. Nous avons nos coutumes, nos traditions. Et malheureusement, sous le régime de Béchir, nous avons été obligés de parler l'arabe, même si ce n'est pas notre langue maternelle, parce que nous avons nos propres langues maternelles dans les montagnes de Nouba. C'est quelque chose qui a été très difficile pour nous. Nous n'avons pas non plus pu exprimer notre propre identité sous le régime d'El-Béchir. Et principalement dans les rues, les vendeuses de thé viennent de différentes minorités ethniques, principalement des montagnes de Nouba. Donc, sous le régime de Béchir, il y avait une loi sur l'ordre public et les femmes n'avaient pas le droit de travailler officiellement dans les rues. Et donc les forces de l'ordre venaient et demandaient aux vendeuses de thé de partir, alors que pourtant le gouvernement aurait dû nous aider à travailler de manière organisée plutôt que de nous réprimer. Le régime nous a vraiment réprimé les femmes soudanaises. Et d'ailleurs, nous, les femmes, notre vie est très difficile dans la rue. Nous luttons pour être indépendantes, nous sommes opprimées, on nous manque de respect. Et tout cela, c'était notre quotidien sous le régime de Béchir. Et c'était même dans la loi, par cette loi sur l'ordre public. Pendant la Révolution, l'espoir est revenu. On a commencé à se dire que notre pays allait pouvoir devenir indépendant et faire la part belle à nos cultures, nos religions, que les choses seraient différentes. Mais malheureusement, il y a eu ce coup d'État militaire, puis la guerre civile qui a touché tout le monde. C'était dévastateur. En particulier les femmes. Les femmes ont été particulièrement affectées par la guerre. Les femmes sont réfugiées, elles sont déplacées à l'intérieur du pays. Et ce sont elles qui s'occupent des enfants. D'ailleurs, je ne sais pas quoi dire, mais je ne peux que saluer toutes ces femmes soudanaises formidables.
Merci beaucoup, Khadamala. Vous aurez l'occasion à nouveau de leur rendre hommage. Raoui El-Haj, la génération qui a fait cette révolution entre 2019 et le coup d'État de 2022, c'est votre génération. C'est des gens qui sont nés sous Omar el-Béchir et qui ont voulu chasser Omar el-Béchir, alors qu'il n'a connu qu'un seul dirigeant. Comment vous expliquez ça? Comment cette génération s'est formée alors elle vivait dans une propagande permanente, qui n'avait pas beaucoup de liberté? Où est-ce qu'elle a trouvé son inspiration? Sur Internet, sur Facebook, avec les révolutions arabes de 2011? Quelle est l'inspiration de votre génération? طيب نحن الجيل العاش فترة حياته كلها في زمن عمر البشير. الحاجة اللي ألهمتنا للثورة Ce qui nous a inspirés pour cette révolution, cette grande révolution du mois de décembre, eh bien, c'est que nous n'avons pas eu de liberté auparavant. Nous n'avions pas vraiment d'éducation de qualité. Quand on finissait l'université, même si on allait à l'université, on ne trouvait pas d'emploi. Tous les privilèges appartenaient à ceux qui soutenaient le régime d'al-Bachir. Donc c'était extrêmement difficile pour nous de décrocher un poste au sein du gouvernement, de vivre nos vies telles que nous voulions les vivre, de tourner des films, parce qu'on avait une telle quantité de restrictions à tous les niveaux, tout était surveillé. Tout ce qui passait à la télévision était surveillé, limité, pareil au cinéma. Et donc pour nous, la jeunesse, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait aucun espoir. Quand les manifestations ont commencé en 2018, eh bien c'était surtout les jeunes. Pourquoi? Eh bien parce que nous avions l'espoir de pouvoir transformer le Soudan, en créer le pays dont nous rêvions. Nous avons perdu beaucoup de martyrs, nous avons eu énormément de décès et cela nous a inspirés. C'est ce qui nous a vraiment inspirés. Les blessés, les personnes qui se sont retrouvées handicapées. Et alors, le moment le plus fort, c'était le coup d'État de 2021 qui a brisé nos rêves. Nous avions espéré, rêvé d'un changement. Nous avons continué de manifester dans la rue et nous avons poursuivi nos actions. Mais après la guerre, eh bien là, on a tout perdu, y compris l'espoir. Cet espoir de transformer le Soudan, eh bien, n'était plus. Les gens ont perdu leur maison, ont dû quitter le pays. Les rues, les trajets n'étaient pas faciles. Les gens ont souvent dû abandonner tous leurs biens pour pouvoir voyager. On a Jawad, on a plein d'autres exemples de gens qui ont tout perdu. Luken et Wilson sont à Nairobi aujourd'hui avec moi. Ils vont à l'école, ils ont une vie là-bas à Nairobi. Malheureusement, leurs familles sont toujours au Soudan et ils souffrent toujours.
lors du dernier coup de fil entre Lucaine et son père, eh bien, le père m'a expliqué que c'était extrêmement difficile, qu'ils sont affamés pour pouvoir m'appeler. Il doit arrêter de manger pendant un jour entier pour pouvoir passer le coup de fil. Donc la situation n'est pas facile du tout. Mais nous, les jeunes du Soudan, nous avons encore l'espoir de pouvoir changer les choses. Et ce sont des outils tels que ce film qui nous aideront. Avec ce film, nous pouvons faire passer le message, montrer les vies de tous ces jeunes à la communauté internationale et inspirer les gens. J'espère que ce film inspirera d'autres Soudanais qui, eux aussi, pourront tourner des films, raconter leurs histoires pour que la communauté internationale soit à nos côtés et nous soutienne. La guerre au Soudan, c'est une guerre qui n'est pas une guerre internationale, c'est une guerre qui est soutenue par des acteurs externes. Les parties au conflit sont soutenues par des pouvoirs externes et les Soudanais, eux, doivent pouvoir retrouver leur pays et rentrer chez eux. Asma Ahmed, dans le film, il y a le personnage de Jawad qui, avec sa moto, va chercher les manifestants blessés pour les ramener. Et en fait, ça montre bien le rôle des comités révolutionnaires de quartier pendant la Révolution. Mais ces comités, ils ont continué pendant la guerre civile à se mobiliser pour devenir un peu des sortes de centres de distribution d'aide humanitaire locaux. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur justement cette société civile qui s'organise et qui, dans les structures, continue un petit peu autant que possible pendant la guerre? Thank you, Christophe. And yes, Sudan has a long. Merci, Christophe. Oui, nous avons une longue histoire de société civile et de riposte communautaire, que ce soit suite à des inondations, lors de famines, etc. Lors du soulèvement, eh bien, c'était non seulement un soulèvement, mais aussi un moment de grande unité. Les gens avaient l'impression et savaient qu'ils devaient s'unir. Les gens se sont donc retrouvés, réunis et sont venus en aide aux collectivités. Les structures des comités et des différentes structures que ce soit les médecins, les enseignants ou autres, à Khartoum ou ailleurs, se sont organisés. Les gens se sont organisés au début de la guerre, les médecins, les bénévoles aux hôpitaux. Des gens ont proposé des médicaments, des moyens pour transporter les blessés, faire en sorte que les médicaments et autres matériels soient mis à disposition. Et les services d'urgence aussi. On a essayé de résoudre les problèmes alimentaires. Il y a de la famine dans le pays, notamment dans des régions qui, dans le passé, ont connu des conflits. Je songe notamment aux différents camps pour les personnes déplacées dans les zones montagneuses et ailleurs. Aujourd'hui, les bénévoles travaillent pour s'entraider. Ils ont ils organisent des soupes populaires et on veille à ce que les médecins et autres experts en médecine puissent travailler. Les bénévoles
sont sur le devant de la scène. Souvent, ils prennent des risques énormes. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie ou ont été blessés. On n'en parle pas. Souvent, on ne parle pas ou on ne parle pas à voix haute de ce qui se passe. Mais c'est ce qui nous permet de survivre. Nous parlons avec les gens qui habitent toujours à Khartoum et ils nous expliquent que c'est la seule façon pour eux de continuer à manger et d'avoir au moins un repas par jour. Nous avons pu parler avec des jeunes enfants, des adolescents, des tout petits et même des femmes enceintes qui ne mangent pas suffisamment. Aujourd'hui, avec le financement, la situation devient très difficile. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations précises par rapport à ce qui se passera, ne serait-ce que dans une semaine ou deux. Récemment, je parlais avec un des représentants de l'USAID. Il nous disait que on verrait les résultats de ces changements d'ici une semaine ou deux. Le rôle des bénévoles est toujours très important. Mais ils travaillent dans un contexte extrêmement risqué et difficile. Ils ont besoin du soutien des médias et d'un soutien financier pour pouvoir poursuivre leurs activités qui permet à ceux qui se trouvent toujours à Khartoum de survivre. Très précis et très utile d'avoir ces précisions. Merci pour ces précisions très précises et très inédites, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment ça se passe concrètement dans un pays en guerre. Docteur Souleymane Baldo, quelle est la situation militaire aujourd'hui? On a l'impression que l'armée soudanaise reprend un peu le terrain, notamment dans la capitale, Khartoum, dans la Djezira, c'est-à-dire entre les deux branches du Nil. Est-ce que elle est plus forte, ou est-ce que c'est grâce aux milices qu'elle a créées en armant des villages, des tribus, qui font que le pays risque d'être plus éparpillé encore, que plus divisé encore qu'il ne l'a été jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes en armes en circulation, ou est-ce que l'armée est en train de réunifier le pays, ou est-ce qu'on part vers une partition, c'est-à-dire entre deux camps, d'un côté les Rapid Support Force de Hemeti et de l'autre l'armée régulière avec Burhan? Lorsque la guerre a disons, commencé le 15 avril 2023, l'armée soudanaise était une armée seulement au nom. C'était une armée de corps d'officiers, beaucoup de généraux, beaucoup de lieutenants généraux, mais pas de forces disons, terrestres, ou bien une force, disons, une armée mécanique, ou bien de soldats, n'est-ce pas? L'infanterie de l'armée soudanaise, c'était les forces de l'intervention rapide. L'armée s'est investie beaucoup dans les forces d'intervention rapide, dans la formation de ces forces, l'équipement, l'armement, la communication, tous ces véhicules 4x4 qu'on appelle Thatcher au Soudan, d'après le Premier ministre britannique dans le temps, parce qu'ils sont très forts comme, disons, véhicules tout-terrain, n'est-ce pas? Alors, les forces d'intervention rapide au début de la guerre a pu pousser contre l'armée à travers le Soudan. Ils ont repris la capitale, la guerre a commencé à la capitale. Et par la suite, au mois de décembre 23, ils ont pris la ville la plus importante après la capitale, c'est Ouad Madani, au centre de Yazira, qui est le grenier du Soudan. C'est la région la plus riche, avec un potentiel agricole énorme qui nourrit tout le pays, et aussi l'exportation et ainsi de suite. Ils ont pris aussi, disons, la région de Sennar, pareillement très riche, et ainsi de suite. Disons, les forces d'intervention rapide, c'est une force régulière seulement? Non, parce que c'est une force hybride, au fait.
force régulière d'un côté, mais aussi dans son corps, c'est une milice. Parce que le commandement, c'est un commandement, disons, qui a été recruté parmi les janjaouides de la guerre de Darfour de 2003. Et puis, on les a intégrés, on a fait une force moderne, on l'a formée, comme je l'ai dit. Alors, la loyauté là-bas était pour la tribu et pour le clan, plutôt que pour, disons, la force régulière. Et alors que la guerre a commencé à durer, les forces d'intervention rapide commençaient, disons, à se désintégrer à cause de cette faiblesse-là, en plusieurs milices à droite, à gauche. On dirait que l'armée soudanaise aurait appris sa leçon de ne plus, disons, faire appel à des milices d'origine ethnique. Mais ce n'est pas le cas. L'armée, aujourd'hui, a recruté des milices ethniques partout au Soudan, à l'est du Soudan, dans le Nil Bleu, dans le centre du Soudan, surtout dans la région, les parties du pays où il est en contrôle, dans les États du nord du Soudan, et ainsi de suite. Et aussi, il y a une seule, disons, ou plusieurs plutôt milices idéologiques qui sont d'inspiration islamiste, n'est-ce pas? Al-Barra ibn Malik, c'est un mouvement islamiste inspiré par, disons, les groupes terroristes islamistes et ainsi de suite. Pour eux, c'est un moyen d'utiliser l'armée pour retourner au pouvoir. Et donc, milices de deux côtés, les deux commandements, que ce soit à l'armée ou bien aux forces d'intervention rapide, ont perdu le contrôle des combattants qui battent pour eux. Et le conflit est en train de diffuser partout dans le pays, au niveau local, des affrontements entre des milices et à l'ouest du Soudan, communautaires, intercommunautaires et ainsi de suite. Le plus, disons, dangereux, c'est la guerre sur les ondes, n'est-ce pas? La guerre sur les moyens, disons, de communication sociale. Tous les WhatsApp, Twitter, Facebook, ainsi de suite. Le propagande de guerre a pris une tournure vraiment très destructrice dans le sens où il fait appel à l'appartenance primaire des gens, n'est-ce pas? À la religion et aux tribus. Et alors, il y a eu une polarisation ethnique vraiment très dangereuse qui se passait de ce côté-là, où le discours des gens qui soutiennent l'armée, c'est que tous les gens de l'ouest du Soudan sont nos ennemis. Ce sont des gens qui viennent du Sahel africain, du Tchad, du Niger. Il faut les combattre comme une force, disons, d'étrangers qui veulent s'implanter au Soudan, changer sa géographie démographique, et ainsi de suite. C'est ça le niveau du langage dans sur les ondes, disons, sociaux, et ainsi de suite. Et cette guerre, disons, cette deuxième guerre est plus dangereuse que la première. Mais ça veut dire que la guerre peut entrer dans une phase où il peut être vraiment, dans le vrai sens du mot, une guerre civile, de tout contre le tout. Malgré toutes ces situations catastrophiques qui dominent aujourd'hui, les choses peuvent s'empirer, disons, davantage. Et c'est pourquoi je fais appel ici pour qu'il y ait urgence pour trouver une fin à cette folie destructrice. Merci. Je voulais... Mais merci pour vos explications aussi, qui est extrêmement claires et assez pessimistes, mais très réalistes surtout. Radamallah et Raouia, vous vivez à Nairobi. Est-ce qu'il y a une grosse communauté soudanaise qui se rencontre beaucoup, ou bien chacun est un peu dans son coin à se débrouiller avec ses problèmes parce que la vie n'est pas facile, ou est-ce que la diaspora soudanaise du Kenya et de Nairobi est très unie, très forte? قبل ما أجاوب على السؤال ده عايزة أذكر. Avant de vous répondre, je voudrais vous rappeler que l'équipe du film et moi-même
Nous avons lancé un GoFundMe pour Locane et Wilson pour pouvoir financer leur éducation. Alors maintenant, ils vivent avec moi, ils sont en sécurité, mais nous voulons vraiment qu'ils puissent aller à l'école et s'instruire. Donc, à la sortie de la salle, il y a des flyers qui vous seront distribués. Si vous avez la possibilité de leur apporter un soutien financier, eh bien, ça permettrait de changer leur vie. Bien sûr, on ne pourra pas changer la vie de tous les enfants soudanais, mais ces deux-là, eh bien, ils traversent encore une situation difficile et leurs familles sont toujours au Soudan dans une situation très difficile. Donc moi, je vous serais particulièrement reconnaissante si vous pouviez les aider. Maintenant, pour ce qui est de votre question au sujet des Soudanais à Nairobi. Eh bien, les Soudanais qui sont allés au Kenya plutôt que dans d'autres pays limitrophes, c'est parce que le visa pour se rendre au Kenya est facile à obtenir et le gouvernement kényan permet la prolongation du visa des Soudanais gratuitement. La communauté kenyane est également proche des Soudanais. Et il y a eu beaucoup d'événements liés au Soudan. Il y a eu la conférence de paix de Nifasha. Donc, pour ce qui est de la communauté soudanaise au Kenya, eh bien, on ne peut pas travailler dans l'administration parce qu'on n'a pas de carte de résident. C'est très difficile d'obtenir une carte de résident, mais on peut travailler comme Radmallah qui est vendeuse de thé à nouveau. On peut ouvrir de petits restaurants. Mais malheureusement, la majorité des Soudanais vivent dans des camps de réfugiés au nord du Kenya et en Ouganda. Il y a beaucoup de Soudanais également qui vivent à Kigali. Et la situation dans les camps n'est pas bonne, même si elle est toujours meilleure que la guerre. Alors bien sûr, au Kenya, oui, la nourriture est différente. La vie pour les femmes est difficile aussi dans les camps de réfugiés. C'est difficile de trouver des produits d'hygiène intime, mais les gens s'adaptent et survivent. Mais Radmallah pourra nous en dire plus. Au Soudan, en tant que femme, on se retrouvait entre femmes le week-end et on se parlait de ce qui se passait dans le pays avec le gouvernement. Et maintenant, à Nairobi, j'essaye de recréer cela, réunir des femmes pour qu'on puisse parler de nos problèmes, de notre situation à Nairobi. Le 8 mars, j'ai essayé de réunir toutes les femmes de mon petit stand de thé pour pouvoir parler de nos difficultés à Nairobi et de notre vie à Nairobi. Bien sûr, nous avons perdu nos emplois. Nous avons perdu nos communautés du Soudan, mais nous pouvons toujours créer un nouvel environnement à Nairobi en réunissant des Soudanaises, en parlant de nos vies et en créant des petits événements, comme par exemple un petit bazar où nous vendons des produits soudanais. Alors, ça ne nous fait pas gagner grand-chose, mais cela permet de créer du lien. Cela nous permet d'avoir des interactions sociales entre femmes et de parler de nos vies. Je vous propose maintenant d'ouvrir les questions, d'ouvrir le micro à la salle pour des questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, s'il y en a, elles sont bienvenues. Je vous demanderai juste de vous mettre debout et une fois que vous posez votre question, de bien parler dans le micro et de ne pas faire trop long. Si comme ça, vous pouvez laisser la place à d'autres aussi pour poser leurs questions. Voilà. Je crois qu'il y a monsieur au premier rang. Vous pouvez vous mettre debout. Can you please stand? Sure.
Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Merci. Merci. J'ai juste une petite remarque à faire. Peut-être pourrez-vous y réagir. Je pense qu'il est important de dire que cela s'inscrit dans un contexte mondial. Bien sûr que le Soudan traverse des problèmes, mais tout le monde sait que le soutien principal des FSR, c'est les Émirats arabes unis. La Suisse, chaque année, a des échanges commerciaux de 15 milliards de francs suisses, en or principalement. Et le Soudan, c'est un producteur d'or majeur. Donc, nous jouons un rôle là-dedans aussi. Je pense que cela valait la peine de le rappeler. Justement à Asma Ahmed, quelles sont les influences internationales et qui a moyen de faire pression dans la communauté internationale pour essayer d'arrêter cette guerre? Quels sont ceux qui veulent la continuer et qui pourraient éventuellement l'arrêter? Merci. Oui, la question de savoir à qui le crime profite est très importante. Alors, surtout lorsque l'on parle de ressources naturelles, bien sûr, l'or et la manière dont la région a été refaçonnée. On parle d'un conflit qui dure depuis de nombreuses années également. En Libye, il y a la situation au Soudan du Sud, le lien avec la mer Rouge, tout ça, c'est lié. Et lorsque l'on parle de trouver des manières de mobiliser politiquement pour mettre un terme au conflit, il faut savoir d'où vient l'argent, d'où viennent les financements de ce conflit, d'où viennent les armes. Sur le plan logistique, comment est-ce que celles-ci parviennent entre les mains des parties au conflit? On peut suivre les flux financiers. On peut savoir où sont les sources de ces financements. Également, pour ce qui est des ressources, il y a différents rapports qui disent que les ressources naturelles continuent de quitter le pays, notamment de l'or, grâce aux deux parties au conflit. Et cette année, on a produit plus que les 2 dernières années. Donc, c'est une des activités économiques qui se poursuivent. Et les deux camps s'en chargent. Donc cet or, il se retrouve bien quelque part. Et on devrait pouvoir suivre ces exportations. Même chose pour les armes. On devrait pouvoir savoir où ces armes sont fabriquées, où elles sont vendues, comment est-ce qu'elles sont exportées. Mais outre cela, et il faut réfléchir aussi à ce qu'apporte le conflit aux parties en présence. Ce n'est pas la première guerre de l'histoire du Soudan, il y en a eu beaucoup. Et il y a une aide humanitaire, on peut parvenir à un cessez-le-feu, très bien, mais si on ne s'intéresse pas aux causes racines, notamment la domination de l'armée sur les civils, ne pas permettre aux civils de prendre leur destin en main, toute la corruption qui dure depuis des années, eh bien, on ne peut pas comprendre les choses. Alors bien sûr, on veut fermer le robinet des financements, mais si on n'a pas de discussion sérieuse sur les causes racines de la guerre, eh bien, on n'ira nulle part. Il faut vraiment en parler et il faut demander des comptes aux acteurs dans les régions, dans les différents pays qui en sont responsables. Vous vivez aux États-Unis. Il y a eu un petit processus de paix qui a essayé, qui a échoué, lancé par les États-Unis et qui était à Genève d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui de l'administration Trump pour le conflit au Soudan, ou quel peut être l'impact du changement de présidence aux États-Unis sur le conflit au Soudan? Il y a déjà un impact qui a fait vraiment une vraie dévastation, c'est-à-dire l'arrêt de l'aide humanitaire et de développement des États-Unis.
Les États-Unis fournissent une majorité de financement de toutes les opérations humanitaires qui sont déployées au Soudan pour le World Food Programme ou bien l'aide sanitaire aussi à travers les World Food Health Organization. Cette administration a arrêté toutes ces, disons, contributions à l'aide humanitaire du jour au lendemain. Stop work, arrêté, n'est-ce pas? À un moment où le besoin, comme on l'a reflété dans ces interventions. Sur le plan diplomatique, c'est Ukraine, Gaza, un point, c'est tout. N'est-ce pas? Lorsque Rubio adresse la presse, elle ne parle pas des problèmes, disons, en Afrique. La Corne d'Afrique est sur le point de vraiment s'embraser. Il y a un risque de guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le Sud-Soudan qui s'effondre, la situation que vous connaissez maintenant sur ce qui se passe au Soudan. Zéro attention de cette administration. C'est vraiment une situation horrible, n'est-ce pas? Et je voudrais bien que, encore une fois, adresser un appel pour que ne soit pas la même négligence, la même indifférence au niveau de l'Union européenne et ses États membres, de la Suisse, qui sont vraiment dans le domaine de la diplomatie internationale, des acteurs principaux. Le Royaume-Uni, n'est-ce pas, s'est déclaré prêt à prendre le Soudan comme une priorité dans sa politique étrangère. Et donc, il faut tourner tout ça en, disons, un processus pour un processus de paix. La première tentative de la rencontre de Genève, qui a été initiée par les États-Unis, c'était seulement pour négocier un cessez-le-feu humanitaire. Ce n'était pas un processus de paix en réalité. Donc, ça reste à faire et ça doit être mené par les Européens, comme c'est la situation pour l'Ukraine, par exemple. Maintenant, c'est ça la situation avec les États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame et monsieur, d'accord. Oui, merci. J'aimerais d'abord féliciter pour le film que j'ai trouvé, c'était vraiment une œuvre cinématographique par rapport à tout ce qu'on a vu autrement, qui était plus des reportages. Voilà, donc moi j'étais au Soudan juste avant la guerre, donc j'ai pu boire le café au gingembre au coin de rue, boire le thé aussi. Maintenant, ma question, c'est, on a vu dans le film la force de l'espoir de démocratie. C'était tellement fort, c'était partagé par toutes les strates de la population. Donc je voulais vous demander, à travers ce qui se passe maintenant, il y a une vraie régression parce qu'il y a toutes ces guerres entre les clans, les guerres claniques, toutes ces milices militaires, les influences extérieures aussi, hein, j'en ai vu. Donc, est-ce que la flamme de la démocratie peut exister encore? Merci beaucoup. Qui veut répondre? Asma. Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, comme Rawia le disait tout à l'heure, notre génération a grandi en allant à l'école en uniforme militaire. C'était l'uniforme scolaire, un treillis camouflage. Mais malgré ça, on a toujours rêvé. Donc la résilience est bien là, l'espoir est bien là. On voit Jawad, dont le frère est mort. Eh bien, il arrive encore à sourire et à espérer un nouveau pays, un pays uni, un pays en paix. Donc oui, je pense que la flamme de la démocratie, elle brille encore et parfois c'est difficile. On a traversé des moments difficiles, bien sûr, mais je pense qu'avec cette génération, c'est que ce qu'on a ressenti pendant le soulèvement, c'est quelque chose que les générations précédentes ont aussi vu. Et mon père, mon grand-père, ils ont traversé des soulèvements. Et c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre culture. Bien sûr, nous n'avons pas vécu dans une démocratie stable, mais cet espoir, il est là dans notre culture, dans notre musique, dans notre vie quotidienne. Donc, je ne suis pas en train d'essayer de vendre ce rêve, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre identité soudanaise. Par là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Bon, on va prendre deux questions en même temps. Monsieur, et puis après, derrière, madame. Faites courte, s'il vous plaît, parce que le temps est en train de se finir. Thank you very much. Merci beaucoup.
Je viens du Soudan, de la société civile. Un grand merci de cet excellent travail. Toutes mes félicitations. J'espère que grâce à votre travail, les gens s'intéresseront à ce qui se passe au Soudan. On dit dans la presse qu'il s'agit de la guerre oubliée, mais pour moi, ce n'est pas une guerre qui a été oubliée. Grâce aux médias, nous savons que la guerre existe. Nous en sommes à la 2e année de guerre et les premiers flux de migrants ont commencé à arriver. Ils traversent la Méditerranée et dès que ces flux s'agrandiront, eh bien, les gens vont se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Un grand merci aussi à MSF. Il y a 2 jours, ils ont parlé au Conseil de sécurité. Monsieur Christophe leur a parlé en faisant en sorte qu'ils sachent ce qui se passe. D'autres se sont exprimés au Royaume-Uni. Aujourd'hui, vous êtes là en Suisse. Après-demain, on va projeter ce film au sein du Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l'homme, pardon. Donc, toutes ces manifestations vont attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe là-bas. Alors, comment faire en sorte, comment renforcer la volonté politique pour que on puisse faire démarrer les négociations, s'asseoir autour d'une table et négocier? On parle des causes de cette guerre, mais ça ne sert à rien d'en parler. Il faut identifier comment les faire disparaître, ces causes, comment les déraciner. Très court, parce qu'on a déjà dépassé le temps, si ça ne vous dérange pas. Donc voilà. Thank you. And I really, Merci beaucoup. J'ai énormément apprécié le film et les messages qu'il transmet. Depuis l'indépendance, nous avons connu à peu près 75 ans maintenant d'indépendance, dont seuls 7 ans de régime civil. Sinon, c'était des régimes militaires. Alors, les régimes militaires, qu'entend-on par là? Il faut savoir de qui il s'agit, connaître leur capacité mentale, leurs compétences et leur capacité à gérer le pays. Au Soudan, on prend les meilleurs élèves qui, eux, vont aller étudier la médecine, l'économie, etc. Et ce ne sont que les restes, entre guillemets, qui vont être recrutés par l'armée. Ils sont formés pendant 3 ans et ensuite ils deviennent les dirigeants du Soudan. C'est eux qui gouvernent le pays. Donc, pour moi, ce qui se passe là-bas, c'est la conséquence d'une catastrophe au niveau du leadership. Nous avons aujourd'hui une crise du leadership et c'est ce qu'il faudra redresser. Excusez-moi, monsieur, nous n'avons vraiment plus de temps à disposition. On a déjà dépassé les délais qui nous étaient impartis. Votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question est très simple. Comment la communauté internationale, nous tous ici, pouvons-nous influencer la situation par laquelle des pays tels que le Soudan et d'autres pays en développement, donc comment faire en sorte que ces pays placent les bonnes personnes à la direction du pays? Quelqu'un veut répondre? Rawia, you want to answer? طيب أنا بؤمن جدا بالسينما ودور السينما. Merci. Je suis convaincue du rôle que peut jouer le cinéma. Je suis convaincue que grâce au cinéma, les changements peuvent avoir lieu. La première projection de Khartoum s'est faite aux États-Unis. Après la projection, nous avons organisé une
campagne d'influence. Nous avons ciblé la société civile soudanaise aux États-Unis. L'idée était de refléter ce qui se passe au Soudan dans le film. Dans le cadre de cette campagne, nous avons rencontré des influenceurs. Nous avons essayé de transmettre des messages qui ne se trouvaient pas dans les médias. À Berlin, nous avons aussi essayé d'interagir avec la société civile là-bas. Et du coup, je vois, grâce à ce film, que le cinéma peut faire toute la différence et que nous pouvons transmettre le message à la société civile et à la communauté internationale. Pour répondre à monsieur, parce que sinon il va rester sur une frustration, et je propose que le débat se continue en dehors de la salle avec les invités. Pour répondre à monsieur, je pense qu'il n'y a pas que le Soudan qui a un problème de leadership en ce moment, comme nous le voyons tous, hélas. Voilà. Donc je voulais vous remercier. Je voulais vous demander juste une dernière attention. N'oubliez pas, en tout cas pour ceux qui en ont l'envie, le petit flying avec le QR code destiné à aider l'éducation de Locane et Locane et Wilson. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, j'ai eu un trou. J'ai beaucoup d'émotions. Je vous remercie vraiment tous. Merci au panel.